Salut à toutes et à tous. Donc, une belle petite section short and sweet, juste avant la section la plus importante, la plus chaude, du chapitre, du cours au complet, lorsqu'on va parler de l'algorithme de Gauss-Jordan. Avant de parler de l'algorithme de Gauss-Jordan, il faut faire une coupe de petites définitions sur les matrices. Donc, cette section ici est relativement indépendante des systèmes d'équations linéaires. C'est vraiment des définitions qu'on aurait pu définir dans un chapitre sur les matrices seulement. Donc, c'est vraiment des notions sur les matrices. Mais l'idée, par contre, il y a un lien avec tout ce qu'on est en train de faire. Il y a une raison particulière pourquoi que dans la section précédente, la plupart des exemples faciles étaient faciles. Les matrices des coefficients et les matrices augmentées avaient une structure particulière. Puis cette structure-là, on va venir la saisir avec les définitions de cette section-là. Donc, première définition. Donc, c'est des définitions sur des matrices. Donc, la première définition. Donc, si on commence avec une matrice A, la première entrée non nulle à partir de la gauche de chaque ligne est appelée l'élément distingué de cette ligne-là. Donc, tu pars de la gauche, ligne par ligne, le premier élément non nul, s'il y en a un, et l'élément distingué de la ligne. Donc, faisons des exemples. Donc, trouvons les éléments distingués des matrices suivantes. Donc, on y va avec la première matrice. Donc, tu pars de la gauche. Donc, ici, là, je pars de la gauche, puis j'arrête dès que je trouve une valeur non nulle. Dans ce cas ici, c'est moins 1. Donc, le moins 1, c'est l'élément distingué de la première ligne. Je vais venir l'encercler. Donc, là, l'élément distingué sur la première ligne. Maintenant, si je regarde qu'est-ce qui se passe à partir de la gauche sur la deuxième ligne, bien, j'ai des zéros partout, j'ai une ligne de 0. Donc, lorsque ça arrive, la matrice, la ligne, n'a aucun élément distingué sur cette ligne-là correspondante. Pour la deuxième, mais direct en partant, donc je le vois, direct en partant, j'ai une entrée non nulle, donc qui est le 2. Donc, le 2 est l'élément distingué de la troisième ligne. Et finalement, pour la quatrième ligne, je pars de la gauche, je cherche une entrée non nulle. La première entrée non nulle, c'est le 3. Toujours à partir de la gauche, ça c'est important. Il faut être capable de différencier sa gauche puis sa droite. Là. Donc, le 3, c'est l'élément distingué sur la quatrième ligne. Donc, on va faire la même chose pour ma deuxième exemple. Donc, ici, sur la première ligne, j'ai des zéros partout. Donc, aucun élément distingué. Deuxième ligne, même affaire, j'ai aucun élément distingué. Troisième ligne, c'est plate, là. Aucun élément distingué non plus. Puis finalement, pour la quatrième ligne, le 2 dans la deuxième colonne, c'est l'élément distingué de la quatrième ligne. Donc, je vais l'encercler. Donc, là, mes éléments distingués. Donc, tu pars de la gauche. Sur chaque ligne, tu arrêtes ta première entrée non nulle. S'il y en a une, juste la première, pas les autres, juste la première. Et c'est l'élément distingué. Donc, il faut être capable d'identifier les éléments distingués, the distinguished elements of your matrix. All right. Donc, une fois qu'on est capable d'identifier les éléments distingués d'une matrice, il y a deux définitions qui suivent. On va dire d'abord qu'une matrice est échelonnée. Donc, la première définition, c'est quand est-ce qu'une matrice est échelonnée. Donc, une matrice est échelonnée lorsqu'elle satisfait aux deux conditions suivantes. Première condition, si la matrice A, donc première condition, si la matrice A possède, première condition, si la matrice A possède des lignes nulles, ces lignes nulles-là doivent être à la fin, doivent être à la fin de la matrice, donc doivent être toutes en bas. Donc, si tu as des lignes nulles, puis en dessous des lignes nulles, tu as des entrées non nulles, ça ne marche pas. Donc, si tu as des lignes de 0, les lignes de 0 sont en bas. Donc, première chose qu'il faut checker. Ensuite, la deuxième particularité, c'est la suivante. Donc, chaque élément distingué d'une ligne, ça c'est vraiment important, là, chaque élément distingué d'une ligne est plus à droite que les éléments distingués des lignes précédentes.
Donc, c'est très important là, que les éléments distingués vont vraiment d'une colonne, donc genre de la colonne 1 à la colonne 3 à la colonne 5. Donc, il faut que ça monte en colonne. Donc, dès que tu trouves un nouvel élément distingué, il est toujours directement à droite. Il peut pas être en dessous, puis il peut pas revenir à la gauche. Okay? Donc, ça, c'est très, très important. Puis lorsqu'une matrice satisfait à ces deux propriétés-là, que si tu as des lignes de zéro sont en bas, puis que les éléments distingués vont de la gauche à droite, notre matrice est automatiquement échelonnée. Lorsqu'on a une matrice qui est échelonnée, les éléments distingués, qui ont déjà un beau nom, là, je suis un élément distingué, deviennent encore plus importants, puis le nom qui est au-dessus d'éléments distingués, c'est un pivot. On dirait qu'on diminue là, en terminologie. Moi, je suis un pivot. Ça, je préfère être un élément distingué qu'un pivot, mais bon. Pour les matrices, lorsque tu es un élément distingué dans une matrice échelonnée, tu es aussi un pivot. Donc, il y a une autre forme de matrice échelonnée, c'est ce qu'on va appeler les matrices échelonnées réduites. En fait, c'est échelonné ligne réduite, mais bon, on va pas s'attarder à ces détails-là dans ce cours-ci. Donc, une matrice est échelonnée réduite. Lorsqu'elle est échelonnée, donc lorsque ça se fait au premier point, les lignes de zéro sont en bas et les pivots vont de gauche à droite. Mais il y a deux propriétés de plus. La première propriété qui est importante, c'est que tous les pivots doivent être égaux à 1. Okay? Donc, il faut que tous les pivots soient égaux à 1. S'il y en a un qui est égal à 2 ou à 4 ou à moins 2, c'est pas une matrice qui est échelonnée réduite. Puis ensuite, la dernière propriété, c'est que tous les pivots, qui sont tous égaux à 1, doivent être tous seuls dans leur colonne. Donc, il faut qu'au-dessus du pivot et en dessous du pivot, toutes les entrées soient nulles. Donc, échelonnée réduite, c'est si tu as des lignes de zéro, sont toutes en bas, les pivots vont de gauche à droite, tous les pivots sont 1, puis tous les pivots dans leurs colonnes respectives sont toutes seuls. Puis une définition qui vient après échelonné, j'ai pas besoin pour échelonné réduite, mais lorsque on a une matrice qui est échelonnée, le nombre de pivots de cette matrice-là est appelé le rang de la matrice. Donc, faisons une couple d'exemples pour bien assimiler ces définitions-là. Donc, les exemples, donc, décider si les matrices échelonnées, si les matrices suivantes sont échelonnées réduites ou ni une ni l'autre. Puis, dans le cas où ils sont échelonnés, donner le rang de la matrice. Donc, la première chose qu'on fait, c'est on identifie toujours les éléments distingués. Donc, de gauche à droite, pour l'exemple A, le 2, c'est le premier élément non nul. Ensuite, j'ai moins 4. Et ensuite, j'ai 1. Donc, j'ai pas de ligne de zéro, donc la première condition est satisfaite. Donc, si j'avais des lignes de zéro, ils devraient être en bas, donc ça, c'est correct. Puis maintenant, mes pivots vont bien de gauche à droite, donc de colonne 1, colonne 2 à colonne 3. Une autre manière de le faire, souvent les gens vous aimez mettre là, comme des petits escaliers. Là, donc, si ça peut faire des escaliers qui montent, là, de cette forme-là, ma matrice est échelonnée. Malheureusement, elle n'est pas échelonnée réduite parce que mes pivots sont 2, moins 4 et 1, donc ils ne sont pas tous égaux à 1. Donc, cette matrice ici est échelonnée. Quand la matrice est échelonnée, on peut calculer le rang, puis le rang va être égal à 3. Le rang va être égal à quoi, puisque j'ai 3 éléments distingués ou 3 pivots. Le rang est égal à 3. Donc, pour B, donc, mes éléments distingués à la gauche, j'ai 2. J'ai pas d'éléments distingués sur la deuxième ligne et j'ai moins 4. Est-ce que c'est une matrice qui est échelonnée? Malheureusement, non, parce que lorsque je regarde la deuxième ligne, c'est une ligne de 0, puis cette ligne de 0-là est pas en bas de la matrice. Donc, cette matrice-là est rien de spécial, elle n'est pas échelonnée. Je peux pas calculer son rang. J'ai une petite remarque, puis ça va être important pour plus tard. Si je swappais la ligne 2 et la ligne 3, j'aurais une matrice qui deviendrait échelonnée, puis le rang serait égal à 2. Puis en fait, c'est ça qu'on va faire dans le futur. On va simplement manipuler les matrices pour les rendre échelonnées. Mais pour l'instant, cette matrice-là n'est pas échelonnée, donc on n'a pas de rang. Le prochain exemple, pour C, j'ai des lignes de 0, donc j'ai aucun élément distingué. Mais lorsque je pense à toutes mes définitions, c'est un peu weird cet exemple-là, mais les lignes de 0 sont tous en bas parce que c'est juste des lignes de 0. Les pivots vont de gauche à droite ou ne contredisent pas ce fait-là. Donc, ça satisfait la deuxième condition. Donc, j'ai une matrice qui est échelonnée. Je contredis pas le fait que tous les pivots sont égaux à 1, puis sont dans leur colonne. En fait, cette matrice-là, c'est un peu weird, mais elle est échelonnée, réduite. Donc, puis si je calcule son rang c'est égal à quoi? Mais son rang, vu que j'ai aucun élément distingué ou tous les éléments distingués sont égaux à
puisque j'ai aucun élément distingué, le rang est égal à quoi? Et le rang est égal à 0. Puis en fait, c'est une belle question vrai ou faux. La seule matrice que le rang est égal à 0, ça peut seulement arriver lorsque la matrice est nulle. Alright. Donc, exemple D, on identifie d'abord les éléments distingués. Donc, j'ai 1 sur la première ligne. J'ai ce 1 là pour la deuxième ligne. Ma matrice, les pivots les éléments distingués vont de la colonne 2 à la colonne 3. Donc, lorsque je pense à ma deuxième propriété, donc c'est satisfait. Est-ce que maintenant c'est une matrice, donc celle est échelonnée, est-ce qu'elle est échelonnée réduite? Ah, les pivots sont égaux à 1, on vient exciter ici. Le premier pivot, lorsque je regarde sa ligne, sa colonne, il est tout seul dans sa colonne respective, mais le deuxième, lui, il n'est pas tout seul à cause du 2 qui est au-dessus. Donc, malheureusement, cette matrice-là est seulement échelonnée. Mais bon, dès que c'est échelonné, on peut calculer le rang. Puis dans ce cas ici, le rang, c'est égal à 2. Puis finalement, pour la troisième matrice, si j'encercle les éléments distingués, donc j'ai encore mon 1 puis mon 1 pour la première puis la deuxième ligne. Encore une fois, j'ai le pattern escalier, si on veut, parce que les marches montent juste de 1, montent par en bas, là. Puis maintenant, lorsque je regarde ces pivots-là, ils sont tous égaux à 1. Puis non seulement ils sont tous égaux à 1, mais le premier pivot dans la deuxième colonne ou le deuxième pivot dans la troisième colonne sont seuls. Il y a juste des zéros en bas et en haut pour chacun des pivots. Pour les autres colonnes, on s'en fout. C'est vraiment où c'est seulement les colonnes avec des pivots qu'on regarde cette propriété-là. Donc, la dernière matrice pour E est échelonnée réduite. Échelonné ou échelonné réduite, je peux calculer le rang. Donc, dans ce cas ici, le rang, c'est encore égal à 2. Puis tant qu'à être là, qu'est-ce qu'on va faire? On va reculer dans le temps et retourner à la section précédente. Puis on va aller voir les matrices, des matrices de nos 6 exemples faciles. On va checker lesquelles étaient échelonnées ou échelonnées réduites. Puis on devrait être capable de voir une des raisons pourquoi que ces exemples-là étaient faciles. Donc, retournons dans nos 6 exemples faciles. Donc, on recule dans le temps. Donc, on va sauter à la slide 28 pour le premier exemple facile. Puis, on va aller calculer des petits rangs ensemble. Donc, le premier exemple. Donc, pour le premier exemple, qu'est-ce qu'on avait pour A? Donc, si j'encercle mes éléments distingués, j'ai 1 puis moins 1. Donc, j'ai des pivots qui vont de gauche à droite, sont malheureusement pas égal à 1. Puis le rang de A, c'était égal à 2. Tandis que maintenant, si je regarde la matrice augmentée, voilà mes éléments distingués, toujours dans la matrice des coefficients. Donc, ils vont de gauche à droite. J'ai pas de ligne de 0, donc je m'en fous. Donc, le rang de A augmenté par B, dans cet exemple-là, c'est égal à 2 aussi. Petite remarque ici, là, donc les deux rangs étaient égaux. Puis si je m'intéresse au nombre de variables, tant qu'à être là, donc ça va essayer de mettre l'intuition derrière le théorème du rang, qui est la dernière chose de ce chapitre-ci. J'avais combien de variables dans cette question-là? J'avais 2 variables. Donc, toutes étaient égales. Puis en fait, cette propriété-là, quand tout est égal, quand le rang de la matrice des coefficients est égal au rang de la matrice augmentée, qui est égal au nombre de variables, on va toujours avoir une solution unique. Regardons cette propriété, ces trucs-là pour le deuxième exemple. Donc, ma matrice A dans l'exemple 2, là, mes pivots 1, moins 1 et moins 3. Pour la matrice augmentée, j'avais 1, moins 1 et moins 3. Donc, c'est des matrices qui sont échelonnées. Pas des matrices qui sont échelonnées réduites. Qu'est-ce qui se passe si je calcule les rangs? Le rang de A est égal à 3. Le rang de AB est égal à 3 aussi. Puis le nombre de variables. J'avais combien de variables dans cet exemple ici? J'avais 3. Donc, tous ces trucs-là étaient égaux. J'avais une solution unique. C'est pas une coïncidence. Donc, c'est pas une coïncidence. Donc, si je l'écris pas, mais dès que j'écris rang, ça implique bien sûr que mes matrices sont échelonnées. Elles ne sont pas échelonnées réduites, malheureusement. Donc, l'exemple 3,
qu'est-ce qu'on avait comme rang? Donc, l'exemple 3, donc j'ai juste un élément distingué sur la première ligne pour A, un seul élément distingué pour A augmenté avec B. Donc, le rang de A, c'est égal à 1. Le rang de AB, donc c'est deux exemples de matrices qui étaient échelonnés, est égal à 1 aussi, mais le nombre de variables qui est égal à 2. Donc, si le fait que les rangs sont les mêmes, okay, pour la matrice A et la matrice A augmentée, nous dit qu'on a des solutions. Mais pourquoi que j'ai une infinité de variables, c'est que les rangs ne matchent pas le nombre de variables. Puis en fait, il y a une équation qu'on va voir plus tard que si tu fais le nombre de variables moins les rangs, quand ils sont égaux, mais ça me donne le nombre de variables libres que j'ai besoin dans mon système. Okay? Donc, le fait que les deux rangs sont les mêmes nous dit qu'il y a des solutions, mais le fait que ce rang-là ou ces rangs-là, puisqu'ils sont égaux, soit strictement plus petit que le nombre de variables, malheureusement, ça nous dit qu'il y a une infinité, pas malheureusement, mais ça nous dit qu'il y a une infinité de solutions. Donc, puis on va voir ça avec l'exemple 4. Donc, l'exemple 4, tout aussi bien encercler les éléments distingués. Puis dans l'exemple 4, pour la matrice A ou la matrice AB, les rangs, donc pour les deux, les rangs, le rang de A est égal au rang de AB. Donc, quand les rangs sont les mêmes, il y a solution. Donc, dans ce cas-ci, qui était 2, mais le nombre de variables, donc j'avais combien de variables pour les remplacer ici, là? Donc, le nombre de variables, je vais l'écrire à côté ici. Donc, le nombre de variables, mais c'est égal à 3. Donc, puis j'avais une infinité de solutions. Donc, le fait que j'ai le même nombre que les rangs soient les mêmes, nous dit qu'il y a des solutions. Le fait que ces rangs-là soient plus petits que le nombre de variables nous dit qu'on a une infinité de solutions. Donc, maintenant, l'exemple 5, qui était notre fameux exemple parce qu'on n'avait aucune solution. Donc, qu'est-ce qui est arrivé avec l'exemple 5? Lorsqu'on regarde nos éléments distingués, donc ça, c'est le seul exemple pour la matrice A ou pour la matrice AB. Donc, ces matrices-là ne sont pas, les deux matrices-là, A et A augmenté, sont pas échelonnées. Mais en général, là, ça sera pas, on ne pourra pas rien conclure là, lorsqu'une matrice n'est pas échelonnée, parce qu'en général, quand une matrice n'est pas échelonnée, il va falloir que tu travailles avec. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec ces matrices-là? On a fait des éliminations. Puis lorsqu'on regarde la matrice augmentée à la fin, puis c'est ça qui est intéressant, lorsque je regarde maintenant la matrice augmentée à la fin, après j'ai fait mes 3 éliminations, qu'est-ce qui s'est passé avec la matrice augmentée à la fin? Celle-ci, que je regarde la matrice A, bien sûr, je vais faire le travail dans la même matrice, mais si je m'intéresse à A, les éléments distingués de A sont les suivants. Donc, c'est pas le A, mais la partie des coefficients. Donc, le rang de la matrice où ce que je regarde juste les coefficients, et ce rang-là, c'est égal à quoi? Bien, c'est égal à 2. Tandis que lorsque je regarde la matrice augmentée au complet, j'ai un élément distingué dans la fameuse colonne augmentée. Donc, le rang de toute la matrice, mais ça, c'est égal à 3. Puis donc, la matrice des coefficients est une matrice échelonnée. La matrice augmentée est aussi une matrice échelonnée, mais les rangs, lorsqu'on les calcule, ne sont pas les mêmes. Puis c'est ça qui va mener vers la conclusion qu'on n'a aucune solution. Lorsqu'on regarde les rangs d'une matrice, des coefficients versus le rang de la matrice augmentée, si ces rangs-là sont différents, ou autrement dit, si j'ai un pivot dans la partie augmentée de la matrice, j'ai automatiquement une équation dégénérée où ce que l'entrée, le temps constant est non nul, donc automatiquement, j'ai aucune solution. Donc, 2 remarques vraiment intéressantes avec cet exemple-là. C'est au début, mes matrices n'étaient pas échelonnées, j'ai été obligé de faire quelque chose avec pour être capable de faire une conclusion. Puis c'est seulement après avoir fait mes 3 éliminations que j'ai obtenu une nouvelle matrice augmentée qui était telle que la partie des coefficients et la matrice augmentée étaient des matrices échelonnées. Puis lorsque j'ai comparé les rangs, j'avais 2 chiffres différents parce que j'avais un pivot dans la dernière colonne, puis j'avais aucune solution. Donc, c'est plein d'excitation, là, comme mes matrices au début étaient sweet, merdiques, OK, mais je les ai manipulées, je les ai rendues échelonnées, puis là, j'ai vu la structure de la solution générale grâce à la matrice échelonnée associée à la matrice initiale, qu'on a obtenue en faisant des éliminations. Donc, dernier exemple pour 6. Donc, j'avais mon rang, si je regarde A, j'ai 2 pivots dans A, donc j'ai le rang de A est égal à 2, et le rang de A augmenté,
Donc, même chose ici, j'ai le même pivot. Donc, le rang de A augmenté, c'est aussi égal à 2. Mais le nombre de variables, 8 égale à quoi? Est égal à 4. Donc, les deux rangs, donc rang de A, rang de AB sont les mêmes. J'avais des solutions. Dans ce cas-ci, je n'avais une infinité. Puis, je peux être plus précis que ça, puisque j'avais 4 variables pour des rangs de 2. J'ai eu besoin de 2 variables libres. Donc, j'ai besoin de 2 variables libres. Donc, j'avais Z qui était ma première variable libre et j'avais aussi X qui était ma deuxième variable libre. Le nombre de variables moins les rangs va toujours me donner le nombre de variables libres. Donc, ici, là, lorsqu'on comprend la définition d'échelonner d'une matrice, on comprend pourquoi que dans les 6 exemples faciles, exemple 1, 2, 3, 4 et 6, qui étaient déjà des exemples échelonnés, on était capable d'extraire la solution générale extrêmement efficacement. L'exemple 5, c'était le petit exemple maudit, entre guillemets, où il a fallu manipuler les matrices ou le système ou les matrices correspondantes jusqu'à temps qu'il était échelonné pour dire « Ah, les rangs sont différents, aucune solution pour ce système-là dans l'exemple 5. » Puis c'est vraiment ça l'idée, là. Lorsqu'on a un système d'équations linéaires en général, quand la matrice des coefficients et la matrice augmentée ne sont pas échelonnés, il faut que tu les rendes échelonnés pour être capable de discuter sur est-ce que tu as une seule solution, une infinie de solutions ou aucune solution. Puis pour se rendre là, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est d'apprendre l'algorithme de Gauss-Jordan, qui est la chose la plus chaude du cours. Là. C'est la hot stuff. Là. All right, mais pour cette courte vidéo-là, that's it, that's all. Bye-bye, là.